Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Envoyé spécial demain soir, 2 enquêtes très intéressantes et je pense que vous serez sensible, auditeur de Sud Radio, à ces 2 sujets. Les 2 journalistes réalisateurs sont avec nous. Romain Boutilly, bonjour. Et Jérôme Lévy, bonjour. Merci d'être avec nous. Enquête sur les écolos radicaux et je le disais juste avant, on est dans l'actualité puisqu'avec les super profits de Total, une ONG est allée manifester et lancer de la peinture sur le siège de Total et on va parler de ceux qui se collent les mains. Vous avez enquêté sur ces écolos radicaux et puis inflation quand les Français volent pour manger. On l'évoquait juste avant le journal et ici une journaliste disait mais moi j'ai une amie qui vole parce qu'elle n'a plus les moyens de se nourrir. Donc enquête, reportage de Jérôme Lévy. Donc tout cela à voir demain dans Envoyé spécial. Gilles, on va passer tout de suite au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, 2 jours après le tremblement de terre, le bilan ne cesse de s'alourdir. Et il y a parfois des miracles. Hier, en Syrie, un bébé est né durant le tremblement de terre. Elle a accouché durant le tremblement de terre. Il a à peine 1 jour. Il a été retrouvé vivant. C'est juste incroyable. C'était dans le 20h de France 2. Elle a tout juste 1 jour, mais est déjà une survivante. Elle est née ici, hier en Syrie, sous un immeuble effondré de 4 étages. Quand les secours la sortent des décombres, à leur grande surprise, elle est vivante. Il fait 0 degré. Elle est emmaillotée en urgence dans une couverture. Sa mère est morte en lui donnant naissance. Nous avons trouvé les corps des parents, l'un à côté de l'autre. Nous avons entendu un bruit pendant que nous creusions. C'était le premier bruit qu'on entendait. Nous avons creusé, encore, et nettoyé la poussière. Et nous avons trouvé le bébé, encore attaché à sa mère, par son cordon ombilical. Elle est la seule rescapée de la famille. Ses parents, ses 4 frères et sœurs sont décédés. Incroyable histoire. À noter que le 3e sujet d'Envoyé spécial sera consacré au séisme. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la rédaction qui est parti là-bas ou... Non, c'est pas quelqu'un de la rédaction, non. C'est une jeune reporter de boîte de production. Qui est là-bas. Donc, 3e sujet d'Envoyé spécial demain. Je ne suis pas sûr que Jean-Luc Mélenchon soit le meilleur voisin, Valérie. Vous savez, quand j'écoutais un peu de musique avec des potes, le soir, Papy Insoumis a fait hier en pleine manif couper la sono qui l'empêchait de répondre aux questions de Bruce Toussaint à BFM. Cette semaine, on est dans un temps de... Attendez, on va trouver un moyen, ceci met de plus en plus fort. Eh oh! Vous leur dites de baisser un peu, sinon faut que je hurle, moi. 5 minutes, quoi. Attends, je vais aller là. Bon, alors, vous avez compris, nous sommes en direct et Jean-Luc Mélenchon aimerait bien pouvoir s'exprimer dans des conditions On entend Manu Chao. un peu plus simples. On entend Manu Chao, en effet, à fond. Voilà, un petit message du côté de ceux qui avaient mis la musique sans savoir, à mon avis, que Jean-Luc Mélenchon était sur le point de s'exprimer. On va pouvoir l'écouter. C'est Papy, couper la musique. Le cirque Grus s'est donc installé à l'Assemblée nationale, Valérie, avec ses jongleurs du 49-3, ses acrobates de l'invective, mais aussi ses clowns comme Sandrine Rousseau, qui s'est voulu hier poète. La parole est à Madame Sandrine Rousseau. Bonjour. Pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère, dit le petit prince. C'est la consigne, répondit l'allumeur. Bonjour. Mais pourquoi travailler jusqu'à 64 ans? C'est la consigne, répondit le gouvernement. Je ne comprends pas, dit la rue. Il n'y a rien à comprendre, dit le gouvernement. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est l'Assemblée, c'est les députés. Ils nous représentent. Bon, parlons de la vraie actualité, la vraie info, Valérie. Le roi Charles III pourrait se réconcilier avec le prince Harry, qui assisterait au couronnement de son père, mais sans Meghan Markle. Vous faites pas ça, vous, Envoyé spécial. Hein. Alors là, c'est de la vraie info. Évidemment, ça nous a excité le Stéphane Bern belge de Touche pas à mon poste, Bertrand Decker, car Harry venait juste d'arriver à Londres. On pense que ce soir, le roi va dormir au château de Windsor, que c'est passionnant. Et par contre, Harry, lui, va dormir à Frogmore Cottage, qui est un petit pavillon qu'il possède dans ce qu'on appelle Windsor Village, qui est le domaine qui jouxte le château. Ce serait là, maintenant. La rencontre, elle aurait lieu dans les minutes qui vont suivre. Et ils vont essayer de se rabibocher. Alors, on pense que chacun arrive avec des exigences très précises. Avec son père. Avec son père, oui. Et lui, il va dormir à Frogmore.
à Frogmore Cottage. Je fais ça une petite bicoque, un petit pavillon dont ils ont hérité d'Elisabeth II. Et là, Gaspard, comment sont décidés les sujets d'envoyé spécial? Vous êtes force de proposition ou c'est un rédacteur en chef ou c'est Élise Lucet qui vous dit c'est comme ça et pas autrement? C'est dans les deux sens en fait. C'est souvent en conférence de rédaction que fusent des idées et qu'on décide de s'intéresser à tel ou tel thème. Ça peut aussi venir d'Élise Lucet, des rédacteurs en chef, ça dépend. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on vous a refusé et ça vous a énervé? Pas récemment, non. Ça peut arriver par le passé, mais pas récemment. Et dans le passé, quel sujet on vous a refusé? Par exemple, un reportage sur la mafia marocaine aux Pays-Bas. J'ai insisté plusieurs fois, c'est un peu compliqué, donc on m'a dit on verra plus tard. Et vous, Jérôme? Pas récemment, non. Non, pas récemment. Alors, il y a eu quelques temps, on vous a refusé quoi? Pas dans mon souvenir. Il ne veut pas dire. Voilà, vous voulez pas dire. Et vous aussi, vous êtes force de proposition quand vous faites des sujets? C'est des choses qu'on vous confie plutôt ou Comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est celui-ci, par exemple, ce sujet sur les Français qui volent, c'est un sujet qui vous tenait à cœur plus particulièrement? Alors c'est une idée commune. Moi, je travaille pas directement pour la rédaction d'Envoyé spécial, mais pour une société de production extérieure. Il y avait l'idée de faire ce sujet. Avec l'inflation, on s'est demandé si évidemment s'il y avait une corrélation entre l'inflation et les vols, et on a constaté qu'il y avait une augmentation des vols à l'étalage, 14% en un an, donc c'est ce qui nous a décidé à faire le sujet. Pour finir, Valérie, restons avec la royauté britannique, où Vanity Fair, le journal anglais, nous informait que Buckingham avait publié la playlist officielle du couronnement, playlist choisie donc par le roi et la reine consort. On y trouve... elle est disponible sur Spotify. On y trouve Coldplay, David Bowie, Rod Stewart, The Who, The Kings, Tom Jones. Et les Spice Girls. Et les Spice Girls. Et puis évidemment, les Beatles. Alors, la question que je me suis posée... C'est quand est-ce que ça passe, cette musique? Ah, parce qu'il va y avoir un concert. Ah, d'accord. C'est sur 3 jours, les événements de la royauté. Mais les Beatles ne seront pas là. Non, les Beatles ne seront pas là. Vous savez qu'il y en a un qui est mort. Deux même. Et deuxième chose, pourquoi cette chanson-là? Je me suis posé la question. Parce qu'il n'y a qu'une chanson des Beatles. Pourquoi Come Together? Voilà. Je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils sont ensemble, le roi et la reine. Je ne sais pas. À suivre. Dans un instant, on va parler... Vous avez fini? Venons ensemble. C'est quoi? Oui, mais... Envoyé spécial... j'avais jamais compris le sens caché. Non, je plaisante. Envoyé spécial, 2 enquêtes à découvrir demain et une troisième sur évidemment le séisme en Turquie. On va en parler avec Romain Boutillier et Jérôme Lévy. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Média. Les invités du jour. Les invités du jour ce matin, 2 journalistes d'Envoyé spécial, Romain Boutillier et Jérôme Lévy. Romain Boutillier, vous avez réalisé une enquête sur les écolos radicaux et vous, Jérôme Lévy, sur les Français, ces Français qui volent pour manger. Et vous le disiez tout à l'heure, est-ce que effectivement la crise, l'inflation ont fait qu'il y a plus de vols? On va en reparler avec vous dans un instant. Et Gilles le disait, on est dans l'actualité avec ces écolos dits radicaux, puisque ce matin le siège de Total a été attaqué, aspergé d'essence par une ONG dont vous disiez qu'elle n'était pas forcément l'une des plus virulentes, l'une des plus actives dans ce type d'action. Effectivement, à ma connaissance, les Amis de la Terre ne s'étaient pas distingués, en tout cas... dans les 2 dernières années, comme un mouvement qui faisait des actions des obéissances civiles. Donc c'est assez surprenant. Il y a une forme d'émulation entre ces mouvements qui est en train de se créer. Ouais. Et donc vous avez, vous, enquêté, il y a cette jeune femme qu'on avait déjà vue plusieurs fois se coller les mains sur le goudron et autres, et vous avez essayé de comprendre quelles étaient leurs motivations, et ce sont des gens qui sont déterminés. Il y a un père de famille, un chercheur, ce ne sont pas des illuminés. Effectivement, c'est ce qui nous a surpris, parce qu'en fait, on est parti du principe qu'on entendait souvent parler de ces activistes sur les réseaux sociaux, dans les journaux télévisés. On les voit furtivement, des silhouettes avec des gilets orange qui bloquent les routes, jettent de la peinture sur des ministères, mais on ne sait pas vraiment en fait qui ils sont, quelles sont leurs motivations. Et on a croisé la route de Rachel, qui a 20 ans, qui est une primo-militante, comme on dit. Elle est engagée dans aucun parti politique. C'est d'ailleurs parce qu'elle ne croit plus en la politique qu'elle en passe par la désobéissance civile, et elle est vraiment très très engagée. Elle est prête à tout. Elle est prête à tout, elle est prête à aller en prison. Elle a été condamnée. Elle est sous contrôle judiciaire qui lui interdit en principe de se rendre à Paris pour faire des actions, et elle continue de venir à Paris pour bloquer la route parce qu'elle considère que la loi n'est pas juste. Voilà, donc ça peut paraître surprenant. Alors à la base,
C'est vrai que c'est des jeunes, principalement entre 20 et 30 ans, qui sont quand même très angoissés par leur avenir. Ils sont, comme on dit, éco-anxieux. Voilà. Et ils se sentent impuissants en fait face au réchauffement climatique. C'est ce qui les a poussés à passer, si je puis dire, à la vitesse supérieure et à se diriger vers des actions illégales de désobéissance civile. Moi, ce qui m'a surpris dans votre documentaire, vous parlez pas de leur engagement, justement, vous venez d'en toucher 2 mots, politique. On ne sait pas si c'est de l'extrême gauche, de l'extrême droite, si ils sont dans la mouvance de Sandrine Rousseau, si les Verts les a déçus. On parle pas de ça. Vous savez, les 3, puisque c'est le portrait de 3 personnes, s'ils sont proches de Sandrine Rousseau ou à l'inverse, est-ce qu'ils se sentent pas écolo ou d'Europe Écologie Les Verts? Est-ce qu'ils sont engagés politiquement? La réponse est non, en fait. Ils votent comme, je pense, c'est des citoyens engagés, je pense qu'ils votent. On n'a pas parlé de cette dimension parce que ça fait pas partie, en fait, de leur moteur, de leur idéologie. Je pense qu'ils ont été déçus, qu'ils sont déçus en fait par l'action des partis politiques. Ils trouvent que ça ne fait pas avancer la cause. Donc à aucun moment on a parlé de certains candidats, de Sandrine Rousseau ou autres. Ils sont pas du tout proches d'eux. Je crois d'ailleurs que Sandrine Rousseau était venue à leur rassemblement, qu'elle n'avait pas forcément été bien accueillie. Eux en fait ils considèrent que les marches pour le climat, le vote, les débats à l'Assemblée, pour l'instant c'est inefficace. Donc c'est le moyen d'action pour eux qui est le plus efficace. Enfin, qui sensibilisera selon eux le plus de monde. Mais vous leur posez la question, oui, c'est ça, de savoir. En tout cas, les médias sont là. Voilà. C'est des gens qui sont parfaitement ancrés dans l'époque. Aujourd'hui, pour se faire entendre, il faut parler fort, il faut des actions spectaculaires. Et c'est des gens qui ont éprouvé d'autres méthodes. Ils ont signé des pétitions, ils ont participé à la Convention citoyenne, ils ont fait des marches pour le climat. Ils ont vu qu'aucune décision, à leurs yeux, concrète, forte, n'avait été prise par les gouvernements. Donc, aujourd'hui, ils jouent le jeu de la communication audiovisuelle, des médias. Ils font des actions qui sont assez télégéniques, spectaculaires. Ils bloquent. Ils savent que c'est ce qui fait que nous, médias grand public, on va sans doute s'intéresser un peu plus à eux. Bien sûr. Et j'allais dire comme parfois les grévistes, est-ce qu'il faut en arriver par la violence pour faire avancer la cause? C'est un vaste débat, mais pour eux, en tout cas la perturbation et parfois la violence matérielle, c'est un mode d'action efficace. Alors on voit qu'ils sont très organisés, qu'il y a même des formations pour ça. C'est une partie assez incroyable du document. Alors, ils vous ont laissé filmer facilement, justement. C'est leur particularité, c'est qu'en fait ils sont très ouverts vis-à-vis des médias, qu'ils acceptent de se raconter, de montrer un peu leur vie, moins leur travail, parce que c'est plus compliqué. Mais effectivement, il y a ce mouvement Dernière Rénovation, qui est le dernier né des mouvements, qui est très médiatique. Ils organisent quasiment chaque week-end des formations au blocage de route, où ils font des jeux de rôle, des séances de yoga, pour se préparer au risque physique d'être confrontés aux gens qu'ils vont bloquer sur les routes, au risque juridique. Et c'est vrai que c'est assez interpellant de se dire son week-end on va aller se former à bloquer des routes. Donc ces jeunes-là, ils posent question, ils nous interpellent sur peut-être parfois notre propre impuissance, notre propre non-engagement. Mais ils ne sont pas tous très très jeunes. Il y a Rachel, effectivement, qui a 20 ans, mais le scientifique Hugo, il a plus de 30 ans, il est père de famille. Alors ça, c'est un profil plus inattendu. C'est un chercheur enseignant dans une école d'ingénieurs. Et lui, il a 2 enfants, il a 35 ans, il n'a jamais milité dans aucun parti. Et puis, il a rejoint un scientifique en rébellion. Il considère que le crédit qu'on accorde aux scientifiques, parce qu'on croit ce que eux disent, ils l'utilisent pour interpeller l'opinion publique. Donc il est parti en Allemagne avec d'autres scientifiques européens, ils ont bloqué des routes, ils se sont collés aussi à des BMW et ils ont été une semaine en détention. Donc, et il dit qu'il est prêt à le refaire. En fait, moi, ça m'a rappelé les années 80-90, au moment du sida, où ACT UP faisait ce genre d'action, faisait des sittings, jetait du sang sur les hommes politiques. C'est aussi ça qui a fait un peu avancer la cause contre le sida à l'époque. Ça m'a rappelé ces actions-là au moment du sida. Alors, un auditeur nous dit, est-ce que c'est de l'écoterrorisme? Est-ce que vous vous leur avez posé la question? Oui, mais c'est pas. Enfin, si vous voulez, ceux auxquels on s'est intéressé, ce sont des militants qui pratiquent la désobéissance civile pacifique, non violente vis-à-vis des gens. Je crois que cette déclaration sur l'écoterrorisme de Gérald Darmanin faisait référence aux militants qui effectivement sabotent des usines. Et moi, j'ai pas eu le sentiment d'avoir affaire à des écoterroristes, je dirais plutôt des formes de lanceurs d'alerte, en quelque sorte des activistes très engagés. Vous les avez suivis même dans une opération, vous ne saviez pas où vous alliez. Donc on l'a suivi, un groupe d'Extinction Rébellion qui a dégradé une usine à Lyon, l'usine Arkema. Et en fait, la plupart des
des militants ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Et nous non plus. Donc on les a suivis. Ils ont coupé les grillages, ils sont rentrés, ils ont dégradé. Ça a duré 20 minutes, ils sont ressortis. Pas tout, enfin, non, racontez pas tout. Donc ça, ce sera à voir jeudi d'Envoyé spécial. Et puis autre reportage, quand les Français volent pour manger, ce n'est plus de la petite, enfin ça reste de la délinquance, mais des petits délinquances. Aujourd'hui, ce sont des retraités, des étudiants qui volent pour se nourrir. Jérôme Lévy, c'est un phénomène qui est en hausse. Vous l'avez dit tout à l'heure, plus 14%, c'est ça ? Oui, 14%, c'est le chiffre d'augmentation des vols à l'étalage, la différence entre 2021 et 2022. Oui, il y a donc une augmentation des vols à l'étalage, et puis il y a aussi ce que nous ont dit les responsables de supermarchés, les responsables d'enseignes qu'on a rencontrés. Il n'y a pas de profil type du voleur. Il y a différentes catégories socio-économiques. Vous avez aujourd'hui des étudiants, des retraités, des gens qui travaillent, qui sont des gens qui a priori ne volaient pas avant et qui aujourd'hui, du fait de l'inflation, se sont mis à voler des produits des produits frais, des produits alimentaires pour se nourrir. Des produits alimentaires pour se nourrir. Nous, on en a rencontré, on en a interviewé dans le reportage. Globalement, on a rencontré, je dirais, plusieurs catégories de voleurs. Il y a ceux qui ont vraiment du mal à joindre les deux bouts et qui volent par nécessité de se nourrir. Il y a peut-être une deuxième catégorie qui volent plus des produits un peu chers qui ne peuvent pas se payer pour se faire plaisir, une bonne viande, un bon fromage, etc. Et puis on a aussi rencontré une troisième catégorie de voleurs qui sont, je dirais, des gens qui volent un peu par militantisme. C'est-à-dire... les grandes surfaces se font suffisamment de blé sur notre dos pour parler un peu trivialement. Exactement, c'est leur discours. Alors ils disent pas de blé, ils disent de marge, mais oui, c'est leur discours. Et ces gens-là, cette personne-là, en tout cas celle qu'on a rencontrée pour le reportage, aurait les moyens de payer ses courses. C'est quelqu'un qui travaille, qui gagne 2000 € par mois, mais il considère que les marges des supermarchés sont trop importantes et qu'il n'a pas à payer un prix, et surtout qu'il fait de mal à personne. Et il nous explique aussi qu'il va aller voler dans une grande surface, dans un grand magasin, mais qu'il ne volerait pas chez un petit producteur, par exemple. Au Portugal, on a vu qu'ils mettaient des antivols maintenant sur de la nourriture, ce qu'on voyait avant sur les vêtements ou sur les chaussures. Est-ce que vous avez vu ce même phénomène en France ? Est-ce que les antivols vont arriver sur notre jambon ? Au moment de Noël, il y en avait sur les foie gras. Moi, j'ai vu dans les grandes surfaces. Il y en a sur certains produits chers ou sur les boissons alcoolisées. Oui, alors il y avait déjà des antivols sur certains produits avant. Au Portugal, effectivement, il y avait les boîtes de thon. Vous savez, on en avait beaucoup parlé il y a quelques mois. Alors on n'a pas vu les boîtes de thon sous antivol en France. En revanche, il y a des produits qui n'étaient pas protégés par des antivols par le passé et qui le sont. C'est le cas par exemple du saucisson. On est allé voir le numéro 1 des antivols en France, qui fabrique des antivols, et il s'est mis depuis quelques mois à proposer aux enseignes, c'était une demande évidemment, des antivols qui protègent le saucisson, parce que le saucisson est aujourd'hui un des produits qui sont peut-être pas les plus volés, mais en tout cas un produit qui est volé alors qu'il l'était pas auparavant. Comment réagissent les grandes surfaces justement, ou les supermarchés face à cette augmentation du vol à l'étalage, parce que c'est pas évident. Est-ce que les caméras c'est suffisant? Comment ils font? Quelle est la marge de manœuvre justement? Écoutez, d'abord quand il y a un vol, évidemment le vol est un délit, donc ils ont la possibilité d'appeler. La police, mais ils le font très peu souvent. Ils le font très peu souvent. Ils le font en général, en tout cas ceux qu'on a rencontrés, quand il y a de la violence ou quand c'est un vol, quand le voleur est multirécidiviste, qu'il est venu plusieurs fois dans le magasin, plusieurs jours d'affilée, voler une grande quantité de nourriture. Et sinon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un renforcement des moyens de protection, des moyens de surveillance, de lutte contre le vol de la part des supermarchés. Donc, on a parlé à l'instant des antivols. Il y a le système des caméras en soi est de plus en plus précis. Il est capable de zoomer par exemple sur n'importe quelle zone du magasin pour voir ce qui se passe, pour voir si par exemple un voleur a laissé le produit dans le caddie. Les caissières sont formées aussi. Vous expliquiez qu'elles savaient repérer une tranche de jambon qui pouvait être cachée comme ces plats sous un t-shirt. C'était dans le 20h d'hier de France 2. Oui, évidemment. Ou par exemple, on a dans le reportage quelqu'un qui essaye de voler une tablette de chocolat et il laisse sa tablette de chocolat
au moment de passer les caisses dans le caddie. Et effectivement, le travail de la caissière, c'est de savoir, c'est d'essayer de savoir repérer ça. Et puis on a aussi dans les moyens de lutte contre le vol, on a des solutions aujourd'hui d'intelligence artificielle. On parle dans le reportage d'une application qui a été créée récemment et qui permet en fait de repérer les gestes suspects des voleurs, c'est-à-dire voilà, un client quelqu'un qui va regarder à droite à gauche, enfin je sais pas, non c'est quoi, c'est ça regarder à droite à gauche, non, parce qu'a priori c'est pas vraiment suspect, mais en tout cas voilà, un client malhonnête qui arrive devant un saucisson, tiens, il met le saucisson dans son manteau, et l'application à ce moment-là va émettre une alerte auprès du directeur du magasin en disant attention, il y a un geste suspect, il faut surveiller. Mais c'est rentable pour les boutiques, pour les magasins d'accentuer ça. Est-ce que le coût n'est pas plus important Ça dépend de la taille du magasin. Ça dépend de la taille du magasin. La quantité de vol est quand même en augmentation, elle est importante. C'est à découvrir ce soir dans Envoyé spécial. Quand les Français volent pour manger, et puis enquête sur les écolos radicaux. Ce sera demain soir, et puis évidemment Envoyé spécial sur le front en Turquie pour le tremblement de terre. Merci à tous les deux. Merci Romain Boutilly, merci Jérôme Lévy. Dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin qui est avec vous. À demain.